Bonjour Christine. Bonjour François. Bien, merci d'avoir accepté de participer à cet échange où on va parler de thérapie, de guérison et on va parler d'autonomie alimentaire. C'est le sujet de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Et pour commencer, on va découvrir qui tu es, puisque tu viens d'arriver en France après être passé 25 ans au Brésil. Et donc, sur ta carte de visite, je vois, tu te présentes avec, d'un côté, c'est marqué cultiver le soi, avec des thérapies énergétiques, psycho-énergétiques, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots cette activité, ce service que tu proposes en matière de thérapie? Eh bien, il s'agit d'accompagner les personnes dans leur parcours de vie et principalement de les aider à se débarrasser de vieilles blessures, initialement, parce que les vieilles blessures, les blessures du passé, eh bien, elles créent des filtres qui nous empêchent de vivre vraiment dans le présent et de créer la vie que l'on souhaite vraiment. Et donc, à travers des techniques, je dirais, non conventionnelles, psycho-énergétiques, parce que c'est une thérapie qui permet à la personne de comprendre, de se comprendre dans ses mécanismes, dans ses défenses, dans ses illusions aussi, comprendre où est la vraie partie souffrante pour pouvoir la soulager. Énergétique parce que j'utilise donc des techniques qui permettent d'aller au-delà du mental, au-delà de l'ego, au-delà de nos défenses justement. Et comme au départ on est tous des êtres d'abord énergétiques, donc l'énergétique ça permet de travailler directement sur l'émotionnel, sur nos mémoires, aussi sur notre mental et de soulager beaucoup plus rapidement qu'on le ferait avec une thérapie traditionnelle, je dirais. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a interpellé dans ton parcours, c'est la pratique chamanique. Et donc, c'est pas un hasard si tu es allé au Brésil pendant toutes ces années. Il y a une démarche qui est très connectée aux énergies, au monde subtil. Et donc, toi, tu as eu accès à cet enseignement. Et qu'est-ce que ça donne concrètement dans la pratique? Dans la pratique, en fait, ce que j'ai appris au Brésil, c'est d'abord que rien n'arrive par hasard dans nos vies. Et donc, j'ai eu à un moment donné la curiosité d'investiguer ce genre de thérapie, d'approche, pour me reconnecter, moi, avec mon intuition. À un moment où j'en avais vraiment besoin, j'avais besoin d'équilibre, je cherchais des solutions. Et en fait, ça permet de développer des habiletés que tout le monde a, mais que l'on ne développe pas forcément. Donc, une sensitivité, je dirais, qui est une manière de se connecter à des plans supérieurs. Ici, on travaille avec le feu sacré, donc qui est une certaine dimension, qui permet de faire des lectures donc, du champ énergétique de la personne, et donc de voir qu'est-ce qu'il se passe, et qui permet de donner des informations qui souvent nous échappent dans notre programmation mentale ou dans ce dont on est conscient. Donc d'aller plus loin et d'aller chercher les origines surtout de ce qui crée un mal-être au présent. Moi, je pars toujours du présent et j'essaye de remonter le plus possible avec la personne, bien sûr, puisque ça se fait en accord avec la personne, aller le plus possible aux origines, dans ce qu'il est possible à chaque moment. Ouais. Alors, on va venir au sujet de l'autonomie alimentaire, mais avant, j'aimerais encore dévoiler un petit peu plus ta pratique. J'ai assisté à un soin que tu as donné à une personne et tu t'es approché de la personne, tu t'es mis en contact pour avoir l'information et sans la toucher, juste une connexion consciente, ça te parle. Et j'ai observé également que tu faisais le soin à distance, donc ça peut être sur Skype, ça peut être au téléphone, et donc de la même manière que tu t'approches de la personne physiquement, tu t'approches de la personne qui peut être à l'autre bout de la France ou du monde, et tu arrives à avoir ces informations. Comment ça se passe? Eh bien, avec l'énergie, il n'y a pas d'espace ni de temps. Donc en fait, du moment où il y a cette intention, je dirais qu'il y a une espèce de champ qui se crée, de champ de protection, de toute façon, pendant un soin, qui fait que l'énergie de la personne, eh bien, je la sens.
Donc après, chaque thérapeute doit avoir sa manière de sentir. Moi, je vois des images, je sens dans le corps, il y a des mots qui viennent du chant que je peux exprimer et qui permettent à la personne de voir plus clair dans sa question. D'accord. Et puis parfois, l'aider à toucher le vrai endroit D'accord. qu'elle ne touche pas elle-même parce que c'est trop douloureux, c'est trop difficile. Oui, c'est délicat. Et c'est normal, c'est parce que toutes nos blessures du passé, eh bien, on y a mis des défenses, on y a mis des protections, on y a mis des murs, parce que c'était trop souffrant pour la petite enfant, le petit enfant qui avait vécu la situation. Oui. Et donc, on s'est mis des protections pour se protéger. Oui. Sauf que ces protections, aujourd'hui, eh bien, elles nous sabotent. Elles nous empêchent d'être en contact avec nous-mêmes et avec toutes les richesses qu'on a intérieurement, notamment la joie. Et toute la richesse créative, toute la connexion. Et puis, quand on continue avec toutes ces programmations et quand on n'est pas en connexion avec soi-même, eh bien, on ne peut pas non plus être en connexion vraie avec l'autre. Parce qu'on n'est juste pas disponible. On reste dans une réactivité. En fait, on est en constante réactivité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui très facilement avec les peurs. Et les peurs que l'on a de s'approcher de l'autre, la peur d'être... on retrouve toutes ces souffrances dans le quotidien avec les gens que l'on côtoie, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être abandonné, la peur d'être ridicule. Enfin, chacun va avoir son lot de peurs qui l'empêchent d'avoir des nouvelles expériences tout à fait. dans le présent. Et vraiment de se connecter, donc, à l'autre et puis au monde, à la nature. Alors justement, parlons de cette connexion à soi et puis à l'autre et à la nature. Et c'est l'objet du travail que nous avons réalisé avec Sabine, avec ce guide pratique en route pour l'autonomie alimentaire qui nous a été demandé par les éditions Terre Vivante, qui est sorti au mois de janvier de cette année 2020. Et nous avons réalisé une feuille de route ici de 21 actions pour accompagner les familles, les villes et les territoires. Donc il y a une double dimension individuelle et collective, de sorte à pouvoir revenir sur le chemin du retour à l'autonomie alimentaire. Cette feuille de route de 21 actions, Sabine l'a dessinée comme un grand soleil. Il y a 4 volets avec une vingtaine d'actions dans ces 4 champs et une action centrale, l'action numéro 1, c'est le travail sur soi, c'est-à-dire la restauration de la relation à soi, à l'autre et à la terre. Autrement dit, ce qu'on explique dans ce livre, c'est que c'est l'état de conscience qui dessine les territoires, mais en même temps, l'autonomie alimentaire, l'autonomie familiale n'est possible qu'à partir du moment où on a une autonomie intérieure. Donc on va travailler, on va inviter le lecteur à faire ce travail sur soi, d'observation de soi, de la relation à la nourriture, de la provenance de la nourriture, et en même temps la restauration de la relation à soi, à l'autre et à la terre. Alors j'aimerais te demander sur ce sujet, si on entreprend ce voyage de la restauration de la relation à soi, eh bien comment on s'y prend selon toi ? Il y a plusieurs approches, mais il y a une approche très très importante qui nous rappelle justement ce contexte de se rapprocher à la Terre. Au niveau énergétique, la Terre, c'est l'élément de base, c'est l'élément qui nous permet de nous ancrer. D'être vraiment ici, présent, de prendre sa place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'incarnent, je dirais, et qui ne prennent pas leur place. Ils ne sont pas à leur place. Énergétiquement, ça se sent. Et donc, c'est l'élémentaire. Et l'élémentaire, pour l'être humain, au niveau de l'être humain, eh bien, c'est vraiment ce contact au corps. Donc, c'est une des premières approches, c'est de se reconnecter à soi, à son corps, à sa respiration. Et qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je sens ici maintenant ? C'est une observation des sensations et de ce qui se passe à l'intérieur. Alors souvent, ça nous fait très peur même de respirer parce que c'est la première chose que l'on contracte et que l'on bloque quand on a une émotion forte. Et donc le diaphragme est tout bloqué, le corps est tout bloqué pour justement ne pas sentir, sauf que c'est cela qu'on a besoin de relâcher pour pouvoir permettre que ce qui a été mis sous terre, sous le tapis, qui a été réprimé, puisse se transformer. Ensuite, le reste, c'est une alchimie qui va se faire. Et donc,
cette approche au corps est très importante. Oui. Et puis, comme tu le disais, c'est aussi l'observation, donc s'observer. S'observer dans ses mécanismes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est souvent en colère, on voit que l'on fuit, on voit que l'on se paralyse, que l'on a beaucoup de peur. Donc, commencer à observer ça comme des mécanismes et commencer à les mettre devant. Pas dire je suis en colère, pas dire je suis la colère. Il y a une colère qui passe en moi. Donc c'est déjà une manière de se désidentifier pour pouvoir justement voir mais d'où vient cette colère et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je suis en colère contre quoi? Qu'est-ce qui n'est pas nourri? Quel est mon vrai besoin? Oui, d'accord. Donc c'est petit à petit commencer à observer ce qui est là, parce que voilà, c'est ce qui est présent, on commence à partir du présent, et on essaye d'observer, mais si je relâche dans cette colère, sans essayer d'accuser l'autre, sans essayer de juger l'autre, sans essayer d'avoir la solution à travers l'autre, mais en regardant qu'est-ce qui, en dessous, n'a pas été nourri, satisfait, et que moi, peut-être, dont moi, je peux m'occuper. D'accord. Moi, faire quelque chose, moi, donner de l'espace. Ouais. Dans cette période de révélation qu'on est en train de vivre, où tout est mis en lumière maintenant, et donc tous ces points d'obscurité sont exposés, sont éclairés, y compris en soi. Oui. Et là, on a certainement tous des frustrations, des colères, des blessures, et ça nous amène à avoir des souffrances. Oui. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent, tout le monde a des souffrances. Oui. Donc on a des souffrances physiques, mais on a des souffrances émotionnelles, on a des souffrances nerveuses, on a des souffrances qui ne disent pas leur nom et qui nous amènent à avoir des maladies. Et donc, quand on est engagé dans le processus où la maladie s'est déjà installée, qu'on est face à des maladies de dégénérescence, des maladies de toutes sortes qui occasionnent ces souffrances, on ne sait plus si c'est la souffrance qui occasionne la maladie ou la maladie qui occasionne la souffrance. Et là, s'observer, ça devient difficile, parce qu'on est prisonnier de ces protections, de cette souffrance. Donc quelque part, c'est comme un cercle involutif. On n'arrive pas à en sortir. Alors est-ce que c'est là que le thérapeute du soin holistique peut avoir une approche et comment ça se passe quand on a cette souffrance? Comment tu peux aider à nous en libérer? Eh bien, la première chose, c'est vraiment d'arriver à un stade de relâchement. Le thérapeute, on a besoin d'un thérapeute parce que justement, ces défenses nous empêchent d'y aller tout seul. Et donc le thérapeute, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui va donner un cadre, c'est celui qui va donner la sensation de protection, de sécurité, de confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça va pas marcher. Et qui va permettre à la personne de pouvoir se relâcher, pouvoir vraiment se lâcher prise. Ouais. Et à partir de là, il y a moyen d'aller vers les parties vraiment souffrance. Donc les résistances sont une souffrance. Oui, bien sûr. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Et c'est un piège, parce qu'on s'y identifie. On a l'impression qu'on est comme ça. Voilà, moi je suis colérique, je suis comme ça, faut m'avaler comme ça. Voilà. Mais non, il y a une colère qui s'est installée il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction automatique du système nerveux qui a eu besoin à un moment donné de créer cette colère pour éloigner la source de la souffrance. Ouais. Okay? Mais la vraie source de la souffrance, elle est devenue inconsciente, parce qu'on s'anesthésie, parce qu'on s'est distancié de ça. Okay? D'accord. Et donc le thérapeute, il va aider à aller bypasser un peu ces protections, ou en tout cas les mettre en évidence, ne plus y mettre d'étiquette, donc surtout comprendre qu'il ne faut pas se juger et ne pas se culpabiliser pour sentir ça. C'est OK de sentir ça. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce bypass que tu évoques? Comment tu arrives à distance, ou même sans avoir ausculté la personne, en te connectant sur son champ d'énergie, tu arrives à bypasser ces protections pour aller à la source, à l'origine de la souffrance? Comment ça se passe là? Pour moi, c'est assez étonnant. Oui, c'est la partie qui est difficile à expliquer, je dirais. Oui. Et en fait, donc à travers, il y a cette partie où moi je me connecte, donc, et qui permet de faire d'abord cette lecture, qui permet de donner d'autres informations. Et ensuite, il y a une partie qui permet de canaliser, en fait, ce qu'on appelle certains corps énergétiques. Un corps énergétique, c'est un endroit
qui, à un moment donné, est resté bloqué. Donc ça peut être un endroit de la petite enfance, de la moyenne enfance, enfin, différentes phases de la vie, qui est resté bloqué dans une souffrance et qui, quelque part, attend encore qu'on s'en occupe. Oui. C'est-à-dire que quand on est petit, on est tout amour et en même temps, on a besoin de cet amour et de cette connexion et de cette attention, de ces soins des parents, qui n'a pas toujours été possible. On ne culpabilise pas les parents, on dit juste qu'on a des besoins quand on est petit qui n'ont pas tous été nourris. Et parfois, même des petites choses peuvent traumatiser vraiment un enfant. Et ça crée un corps énergétique, on appelle ça dans le feu sacré. Et donc ce corps énergétique, il m'est possible, je dirais, à travers cet entraînement, je dirais, du feu sacré, de le canaliser et donc de m'en occuper. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, avec des outils, effectivement, on travaille avec donc une dimension où il y a je dirais, ça peut s'appeler des êtres de lumière, nous on les appelle des gardiens du feu sacré, qui nous permettent de changer ces énergies. Et puis surtout, on instaure un dialogue. Oui. Et ça, je dirais, en même temps que je le fais, la personne apprend à le faire aussi. Parce que c'est important, la dimension aussi d'apprentissage. Apprendre à être là pour soi-même. Apprendre à être là pour ces parties qui ont besoin de soins. C'est comme si tu nous apprenais à nous lire nous-mêmes, en fait. Voilà. Ça, je trouvais ça étonnant parce que tu dis, voilà, il y a telle information qui me vient dans ce contact, est-ce que ça te parle ? Et c'est là que la personne, elle va se connecter avec ce que tu as ressenti et pointer, en quelque sorte. Et généralement, ça remonte à la surface. Et c'est là que souvent, même, il y a les larmes qui se mettent à couler, parce qu'on touche la souffrance. Oui. Parce qu'on touche un point qui avait peur de s'exprimer. Eh oui. En fait, il y a une grande peur de l'humanité, c'est la peur de la vulnérabilité. D'être vulnérable à soi-même, de pouvoir sentir et pouvoir l'exprimer, le montrer. Et c'est là qu'on se sent en insécurité dans cette période-là. Donc on est vulnérable. Et donc la souffrance nous rend complètement désarmés. C'est-à-dire qu'on y met beaucoup de jugement. On associe la vulnérabilité à la faiblesse. Oui, d'accord. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses, après ça dépend de chacun, mais cette vulnérabilité, ce côté sensible, que tout enfant est sensible, très sensible, sensitif, sent tout. On n'a pas besoin de lui expliquer, il sent les choses. Si les parents ne sont pas contents, il va en plus avoir l'impression que c'est de sa faute. Donc il va générer aussi beaucoup de culpabilité et il se sent responsable. Donc c'est beaucoup de charges, un fardeau aussi très très grand que les enfants ont sur eux, donc qu'on a en nous à travers notre enfance. Alors, j'aimerais qu'on revienne à la nourriture et qu'on revienne à la guérison aussi. La nourriture va nous renvoyer nécessairement à des compensations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une souffrance, je vais me réfugier dans ce que je vais ingurgiter pour remplir un vide ou pour cacher un mal, un mal-être. Et avec le temps, on peut rentrer dans une sorte d'addiction. Alors ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être une addiction au sucre, ça peut être une addiction à toutes sortes d'aliments, de compensations. Et quand on est sur cette voie, dans le temps, dans la durée, où le travail va mal, où on a les problèmes d'argent, où le mal-être intérieur rejaillit sur la famille, le conjoint, les enfants. Il y a des moments où on a le sentiment d'être prisonnier, qu'on ne peut plus s'en sortir. Et là, comment est-ce qu'on peut entrevoir le début d'une lumière de la restauration de la relation à soi par rapport à la nourriture et de la restauration de la relation à l'autre et à la terre? Comment ça se passe? En fait, le monde est en crise et quelque part, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, on n'est plus conscient de ce que l'on est vraiment depuis longtemps. Et l'être humain, le cerveau est fait toujours pour aller chercher les solutions les plus simples et aller chercher les plaisirs immédiats. Oui. Et en plus, on a toute cette souffrance que l'on ne veut pas sentir, que l'on ne peut pas sentir, parce qu'on a toujours la sensation qu'on est un enfant de 2 ans et qu'on est impuissant.
Parce que quand on retourne à cette souffrance, on retourne à l'enfant de 2 ans, 5 ans qui était dépendant et qui n'avait juste pas de ressources pour gérer ce qu'il avait à gérer. Et donc cette sensation est encore là. On a perdu la connexion à sa vraie force. Oui. Donc en fait, c'est comme si on était tous vraiment des enfants dans des corps d'adultes. Et il y a des événements qui nous font tomber dans ces puits de souffrance. Et donc, quelque part, quand quelqu'un rentre en crise, bon, il y a beaucoup de burn-out, oui. Mais c'est le moment où le système a été tellement chargé parce qu'il résiste, et c'est physique aussi, donc c'est le stress physique, physiologique, et c'est comme si un peu les plombs sautaient à un moment donné, qui est justement pour sortir la personne de là où elle était. Ouais. Donc, c'est des cas extrêmes, mais malheureusement, comme on est tellement anesthésié, on est tellement prisonnier justement de ces compensations en le sachant, mais sans le savoir, ou parfois on n'a pas le courage de prendre une démarche, on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est commencer à s'observer et de se dire « j'ai besoin d'aide ». Voilà. J'ai besoin d'aide parce que effectivement, on y voit plus clair, on est perdu de soi-même. C'est un peu comme un cylindre, donc nous, on a une essence qui est dans le centre, c'est notre axe vertical, et quand on se perd, eh bien, on est dans la périphérie et on est pris dans le tourbillon des émotions, et des peurs, et voilà, et de toutes nos résistances, et on n'arrive pas à revenir. Au centre. Au centre. Et donc, c'est apprendre à revenir. Donc, c'est un processus, hein, c'est pas... Il y a, à travers les thérapies, des moments miracles comme ça, où tout d'un coup, il y a vraiment des grandes choses qui se soignent, mais c'est aussi un processus de réapprentissage, de la respiration, du corps, de la conscience, d'observer où est-ce qu'on est réactif par rapport aux autres, comment nous aussi on fait réagir les autres, et de s'observer justement dans tous ces mécanismes qui nous font mal, qui nous rendent malheureux. Ouais. Alors, dans la chaîne des émotions, il y a des étages, il y a des strates, et on descend, et puis tout en bas, il y a le désespoir. Et quand on est dans la désespérance, qu'on se dit « mais tout est foutu, j'ai perdu mon boulot, mon foyer est parti, a explosé, j'ai plus d'argent, je suis dans l'addiction, je suis dépressif, je prends des médicaments, je vois plus l'avenir ». C'est quand tout est foutu. Est-ce qu'il y a encore un espoir qu'on peut revenir à la barre du bateau et enfin reprendre sa vie en main? Comment ça se passe, cette reconstruction? Ça prend du temps? Est-ce que toi, tu as vu des situations où tout est foutu et puis en fait compte, on arrive à remonter? Comment ça se passe? Alors, c'est comme un château un peu qui a besoin de s'effondrer. Hein. C'est le château qu'on a érigé soi-même, de toute une personnalité à laquelle on a cru qu'il fallait correspondre, et qui, à un moment donné, doit effectivement commencer à s'effriter, mais en même temps, on a besoin de recréer donc ce centre. Donc il y a beaucoup de paradigmes, de croyances à changer, à faire prendre conscience que l'on n'est pas cela, que je ne suis pas cette émotion, donc on sait comprendre ces émotions, je ne suis pas ces émotions, elles me traversent. J'ai un passé, quand je me sens dans l'impuissance, dans le désespoir, c'est que je ne suis pas dans mon centre, je ne suis pas dans ma connexion. Ouais. Et donc, à travers les thérapies où justement on retourne à l'origine et où on montre que c'est une partie de toi qui est là-dedans, mais ça n'est pas toi. Donc c'est petit à petit créer cette désidentification. C'est là qu'on a besoin de l'aide, du miroir d'un autre, du thérapeute, pour voir ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Voilà, parce qu'on reste prisonnier de ses propres croyances. Il y a beaucoup de personnes qui me cherchent et qui ont des problèmes de relation. Et au début, c'est toujours « il m'a fait ça, ils m'ont fait ça, je ne leur pardonne pas ». Donc, on reste prisonnier de croire que c'est l'autre qui doit changer pour être mieux. Oui, et ça, souvent. C'est un piège. Parce que là, on donne tout le pouvoir à l'autre. D'accord. On s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte, bien sûr. Parce que c'est aussi des parties inconscientes qui demandent. Ouais. C'est encore l'enfant intérieur qui projette et qui demande, qui dit « donne-moi ». Ah oui, d'accord.
Et c'est comme ça parfois que justement on se met avec des partenaires qui curieusement nous font reproduire les mêmes souffrances que l'on avait quand on était petit. Oui. Ce sont des résonances qui se rencontrent. Oui, d'accord. Et donc il faut être conscient de ça pour au moment où, bon ça c'est un cheminement, où on se rend compte qu'on est dans cet endroit qui a une attente, j'attends des excuses, j'attends ceci, j'attends cela. Eh bien, on laisse tout le pouvoir à l'autre et on perd son propre pouvoir. Et donc, ces pouvoirs, ok, il y a un endroit en moi qui sent ça véritablement. Il faut légitimer les souffrances. Hein. Ça a été vrai et c'est encore vrai, c'est encore présent. D'accord. Mais par contre, je suis là, moi, je peux être là. D'accord. Je peux être là et lui dire, moi, je suis là, moi, ok, je te comprends, c'est ok de sentir ça. C'est vrai, ça s'est passé comme ça, mais... Regarde, là maintenant, il n'y a plus personne qui va te menacer. Moi, je te demande pardon. Donc, parfois, il y a un mouvement de soi vers soi aussi. De se pardonner, de juste pas y être arrivé parce que c'était juste pas possible. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les ressources. Mais maintenant, je les ai. Maintenant, je les construis. C'est une construction. La confiance en soi, ça se construit. Et au fur et à mesure que ces parties, donc ces différents enfants intérieurs s'apaisent, que c'est vraiment un apaisement, qui se réintègre, eh bien, on est chaque fois moins réactif à ce qui se passe. Et on peut du coup peut-être lire justement la colère de l'autre en se disant « il a été touché quelque part. Cette colère lui appartient, c'est pas contre moi, c'est pas à cause de moi. » Donc c'est commencer à chaque fois à arriver à s'immuniser, je dirais, mais s'immuniser consciemment dans le sens où je ne le prends plus pour moi. D'accord. Donc là, on commence à retoucher son essence. Voilà. Alors, maintenant, je commence à entrevoir le travail de la restauration de la relation à soi, avec cet effet miroir, cette aide, cette information qui revient, on revient à son centre. Le travail sur soi s'enclenche, c'est une première étape. Oui. Et à partir de cette première étape, il y a un deuxième chantier qui va s'engager, c'est la restauration de la relation à l'autre. Et donc, je comprends que j'accusais ma famille, mes proches, d'être en quelque sorte victime de tout un tas de choses. Je fais le travail sur moi, je prends sur moi, je me redresse quelque part, il y a un redressement, et puis je reviens dans ma véritable nature. Et là, je me rends compte que la famille, elle ne fait pas forcément le travail sur elle. Et donc, je suis confronté à la souffrance des parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes, du conjoint, des enfants. Et là, je vois tous les jours des gens qui disent « je ne peux plus avec ma famille ». Et là, qu'est-ce que le thérapeute il apporte comme élément de réponse? Eh bien, c'est d'abord de voir exactement qu'est-ce que c'est « je peux plus ». C'est toujours revenir, mais qu'est-ce que je sens vraiment? Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, ça peut être la tristesse de voir que la famille n'est pas heureuse, n'est pas épanouie. Ça peut être encore une part de moi qui attend, qui voudrait une reconnaissance, qui voudrait pouvoir partager des choses et ne le peut pas parce que elle est à un autre niveau d'évolution, entre guillemets. C'est pas du tout une question hiérarchique ni de jugement. Et donc, on a d'abord besoin d'accueillir ça en soi, d'être clair sur ce qu'on sent par rapport à ça. Ouais. Et ensuite, d'être clair sur le fait que c'est leur vie, c'est leur processus, c'est leur chemin. Et il n'y a pas de jugement à porter sur là où ils sont. D'accord. Ce qui me vient comme information, comme idée, c'est que j'ai toujours eu cette difficulté dans cette relation familiale, mais avant, j'étais en souffrance, et quelque part, maintenant, je peux être en paix par rapport à ça. Est-ce que tu confirmes qu'il peut y avoir un autre état qui change et qui nous pacifie, même si, effectivement, il y a toujours cette difficulté, on ne peut pas forcément changer l'autre? Oui, c'est-à-dire que il faut, à un moment donné, il faut abdiquer de vouloir quelque chose. Vouloir pour l'autre. Vouloir pour l'autre, oui, parce que ça, c'est une forme de pouvoir. D'accord. On se croit mieux que les autres et donc on voudrait absolument les aider. Les changer. Oui, les changer. Ouais. Et puis continuer à vouloir quelque chose d'eux. Alors qu'en fait, la recherche, je dirais le processus, c'est d'arriver
à être suffisamment bien avec soi-même pour être juste dans l'amour. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, moi, je peux leur envoyer de l'amour. Je peux quand même être connectée à une compassion, donc pas confondre avec la pitié. Hein, Ouais, d'accord. à une compassion, à être dans le cœur et de se dire, moi, je les aime comme ils sont. Alors justement, parlons-en. Je suis dans une situation où j'ai fait le travail sur moi, j'ai fait appel aux soins du thérapeute holistique, ça y est, je commence à y voir clair. Mais ma compagne, mon compagnon est en souffrance et il est dans une situation d'addiction. Addiction à la télévision du matin au soir. J'arrive plus parce qu'il y a la télé qui tourne, j'en deviens abruti. Addiction à l'alcool, addiction à des médicaments, addiction au chocolat. Et là, quelque part, c'est comme si on était échec et mat. Dans le foyer, dans le couple, dans la famille, quand c'est je fais mon travail, mais l'autre, il veut pas le faire. Eh bien, comment est-ce qu'on peut gérer ça pour restaurer la relation à l'autre? Bon, ça part de soi. Hein. Surtout dans la famille, ça ne marchera pas d'essayer souvent même de conseiller, c'est pire. Parce que c'est un moment où quelque part on se met là par rapport à l'autre. Ouais. Et donc forcément ça crée encore plus de colère ou de ressentiment. Du rejet. Ou autre, ou de rejet. Ouais. Donc ça ne marche pas. Par contre, quand on fait un travail sur soi pour voir qu'est-ce que ça résonne en moi, pourquoi cette situation m'arrive à moi aussi, puisque j'y suis liée d'une certaine forme, pour être clair là-dessus. Ouais. Et de savoir que si moi, j'utilise ça aussi comme un miroir, où sont mes propres addictions, hein, qu'elles sont peut-être plus minime. Qu'est-ce que finalement cette personne, de quoi elle s'anesthésie, il peut-être qui me reflète aussi. J'ai peut-être un endroit aussi en moi qui s'anesthésie et que je ne vois pas. Donc, et quand on fait vraiment ce travail énergétiquement sur ces blessures, eh bien, on dit qu'on soigne en fait les 7 générations derrière et les 7 générations devant. Et quand on change son énergie, eh bien, l'énergie autour change. Donc c'est comme la goutte d'eau, voilà, qui va jusqu'au bord, c'est les ondes. Donc avoir confiance en ça, déjà. Ensuite, ça ne veut pas dire que ça va solutionner le problème de l'autre, bien sûr, parce que c'est de la responsabilité de l'autre. Ouais. Donc je dirais, c'est quelque part avoir confiance que voilà, ça fait partie de son projet de vie, même si quelque part il est destructeur. Et c'est sûr que là, à ce moment-là, nous, on a une certaine tristesse. C'est des gens qu'on aime et on n'aime pas les voir se détruire. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça marchera pas. Mais c'est essayer de se connecter avec cet endroit-là. Dire mais moi vraiment ça me rend triste parce que j'aimerais te voir épanoui, quoi. C'est voir qu'est-ce que ça fait en moi et comment moi je peux l'exprimer de mon endroit, de mon sentiment. D'accord. Parce que là, je parle de moi, je ne parle pas de l'autre. D'accord. Et ça peut aider à une reconnexion avec, justement, à une confiance, ça peut aider à reconnecter dans le sens de l'autre, peut-être à un moment donné, de dire « moi, je me sens comme ça, je n'y arrive pas ». Mais pas donner des conseils. Donc surtout dans les couples, dans la famille, c'est toujours mal perçu parce que, comme on a tous eu des questions par rapport à l'autorité, on retombe on restimule les mêmes schémas qui ont peur de l'autorité, qui n'aiment pas l'autorité, qui réagissent à l'autorité, à une forme d'autorité. Et donc c'est pour ça que plus je suis en paix avec moi-même, et plus je peux avoir un discernement aussi sur est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie. Parfois, malheureusement, moi je vois beaucoup de couples où c'est plus les femmes qui se cherchent en fait, qui plus facilement sont en contact avec leurs émotions et qui vont chercher à se travailler intérieurement. Et à un moment donné, elles voient que le partenaire n'accompagne pas forcément cette démarche, et là il se crée un fossé. Et après, c'est un choix, c'est dire, ok, je continue parce que j'aime quand même bien une partie de ma vie, et parce que je l'aime quand même, et j'abdique de vouloir que ce soit différent. Je lui fous de la paix, tout simplement, et voir où est-ce que je me connecte. Mais parfois les gens évoluent d'une manière où ils se rendent compte qu'à un moment donné, ok, ils aiment peut-être encore la personne, mais il n'y a juste plus assez d'affinité pour vivre ensemble. Donc c'est aussi ne pas mélanger amour et relation. D'accord.
Donc c'est se reconnecter avec son propre amour bon, ça c'est un processus aussi, hein. C'est pas l'amour émotionnel, c'est un autre amour qui émane et qui peut émaner pour tous. Hein. Et en même temps avoir la clarté de quel genre de relation je garde avec cette personne. Est-ce que je continue à vivre avec? Ok, c'est le père ou la mère de mes enfants, mais est-ce que je suis obligée de continuer à vivre avec? Bon, il fera toujours partie de mon cercle familial, donc c'est important de réharmoniser d'une certaine forme. Hein, c'est très important énergétiquement, affectivement, malgré tout, de réharmoniser, parce que on n'efface pas les gens, au contraire, ça c'est très très mauvais d'effacer les gens. Les secrets de famille, tout ça c'est très très nocif. Et donc voilà, ne pas mélanger ça. Mais plus on est clair avec soi-même et plus on peut avoir de discernement par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on peut faire. Christine, je te remercie pour tous ces éclairages. C'est très intéressant de voir qu'il y a toujours un espoir, que c'est pas perdu, que ce thérapeute holistique peut nous faire l'effet miroir pour nous aider à voir au-delà des protections qu'on a pu se mettre et d'entrevoir cette reconnexion au soi pour ce retour à cette propre autonomie intérieure. Et donc, je crois qu'on va avoir des éléments maintenant de compréhension pour restaurer la relation à soi, à l'autre et à la terre sur ce chemin du retour à l'autonomie alimentaire. Eh bien, je te remercie et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir et de voir les effets bienheureux de tous ces soins holistiques pour l'avenir. Merci Christine. Merci François, je suis heureuse d'avoir participé et j'espère pouvoir faire comprendre qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a une lumière au bout du tunnel. Voilà, mais il faut commencer à marcher. Merci. Merci.